Tu vas là-bas. Sois gentil, il est là-bas. Bon bah Nicole, on va commencer. Déjà, moi je suis super heureuse de faire ce podcast avec toi ici dans l'atelier 68, parce que c'est toi qui m'accueilles et habituellement je reçois d'autres personnes. Là on est chez toi. L'atelier 68, c'est quoi ? L'atelier 68, c'est un peu une excroissance de mon lieu de vie. C'est un endroit où je désire recevoir les gens que j'aime, de ma famille et mes amis, et pouvoir imaginer des activités. Actuellement, on crée une fois par semaine un ciné-club qui se termine, pas toujours dans un pugilat, mais de temps en temps, mais en tout cas avec du vin et des victuailles que chacun apporte. Et c'est très sympathique. Et je crois que ça correspond un petit peu à mon rêve de vie d'ado. Tu sais, le groupe... comment on disait ça? On disait à l'époque, c'était quand on allait dans le Larzac ou quand on allait faire Dans sa communauté ? c'est une communauté. Voilà, c'est une communauté où les gens sont très différents les uns des autres, en âge, en, en situation socio-économico-professionnelle, en tendance, en genre, on peut dire, en attirance pour l'un ou l'autre sexe, en différence d'âge, et j'en passe. Et c'est ça que je trouve. Il y a une diversité formidable et des gens qui coexistent. Ils font mieux que coexister, ils échangent dans la joie, la bonne humeur, et voilà. Autour d'un film que, évidemment, j'ai choisi, parce que je me prends pour une bonne cinéphile, donc je revisite toute l'histoire du cinéma et je partage souvent des films que je n'ai pas vus depuis très très longtemps et que je redécouvre avec mes amis, et c'est un grand kiff. Voilà. Et moi j'ai la chance ici d'enregistrer le podcast Un monde en joie. Et aujourd'hui, c'est toi qui es dans un monde en joie. Et pourquoi ? Eh bien parce que tu as écrit un livre, L'Albatros. Alors moi je vais déjà commencer par te dire pourquoi j'ai eu plaisir à lire ton livre. Parce que c'est un livre qui te ressemble, qui est atypique, surtout pas convenu, honnête, très honnête. Tu dis les choses comme tu ressens, quitte à bousculer parfois ton entourage. Souvent, tu ressens la vie, les choses de façon intense. Donc, le livre, il est vraiment égal à toi. Ça pourrait être un livre sur la maladie, hein, on va en parler, puisque tu parles de la maladie de ton amoureux. Mais pour moi, c'est avant tout un livre vivant, extrêmement vivant, qui rend hommage à une histoire d'amour, dont on devine vraiment la passion entre chaque ligne. Et puis c'est aussi un livre qui questionne l'amour de ses parents, de sa famille, l'amour pour les enfants, les siens et ceux des autres. Et puis c'est enfin un livre qui est plein de non-dits. Tous ces non-dits, eh bien, ils interrogent les silences et les blessures d'une famille. Enfin, je ne sais pas si toi, quand tu t'es mise à écrire, tu savais que tu allais parler de tout ça sans même parfois en parler. Par où commencer ? Peut-être par nous dire, si tu t'en souviens, du moment où tu t'es décidée à écrire. Oh bah écoute, c'est simple, hein. J'avais aucun plan prévu, aucune projection. Je ne me transformais pas en autrice. Je n'avais pas le sentiment d'écrire un bouquin. La seule chose que je savais, c'est que d'abord j'ai toujours écrit. J'ai toujours écrit parce que j'ai toujours eu des tendances légèrement mélancoliques, et je parlais avec mon journal dès l'adolescence, je pense vers déjà 14-15 ans. Je me sentais, comme souvent on se sent quand on a 14-15 ans, différente du monde. On ne savait pas si c'était nous les Martiens ou les autres, donc on essayait de comprendre. Je regrette de ne pas avoir gardé ces cahiers. J'ai juste gardé les cahiers, peut-être que j'écrivais entre 35 et 50 ans, qui sont effrayants de douleur. Mais pour en revenir à l'Albatros, j'ai pas eu l'intention d'écrire un bouquin, pas du tout. J'ai écrit pour m'aider à comprendre.
en fait. Mais quand j'ai écrit une pièce de théâtre, c'était aussi, j'y reviendrai, mais pour les mêmes raisons. Donc qu'est-ce que j'écris? J'écris à partir du jour où l'homme de ma vie est diagnostiqué par le plus grand neurologue parisien qui exerce à la Salpêtrière et qui est d'une violence incroyable. Et je vais avec ma fille à la Salpêtrière et je me retrouve en face d'un monstre. Et Dieu merci, j'étais pas avec Peter, parce que ce qui m'annonce de la maladie et du tour qu'elle va prendre et de l'horreur que ça va être pour nous, c'était bien que Peter ne soit pas là. Et ma fille avait 20 ans et ma fille est obligée d'entendre ça. Et dans le bouquin, j'explose en racontant comment les questions qu'il m'a posées, qui n'avaient rien à voir avec la médecine, hein, simplement on avait fait un examen qui s'appelait une scintigraphie cérébrale, qui permettait de déterminer les plaques dans le cerveau pour savoir s'il s'agissait d'Alzheimer ou d'une autre maladie qui est la démence à corps de Lewy, dont j'avais jamais entendu parler. Donc on pense qu'il s'agit de la démence à corps de Lewy, et le professeur Menninger ou Menninger, parce qu'il y a plusieurs façons de prononcer, j'en parle dans le bouquin, nous dit que ça a l'air d'être la démence à corps de Lewy. Donc on est abasourdi, on est effondré, on pleure en sortant, mais en même temps je ne veux pas pleurer devant ma fille. Et je lui dis, t'inquiète pas, on va y arriver, on va résister, on ne croit pas à un mot de ce qu'il raconte, tu vas voir, on est plus forte, etc. etc. Je ne sais pas si j'y croyais, mais il fallait que je lui remonte le moral. Et c'est là que je commence à écrire tous les jours, à partir donc de début février 2024, juste après le diagnostic posé par le professeur Menninger. C'est pas 2024. Oh, pardon, non, sûrement pas. C'est 2010, évidemment. Et c'est peu de temps après notre mariage. Et c'est également peu de temps après que Peter ait décidé d'écrire son testament dans les conditions dont je parle dans mon bouquin. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous aviez une différence d'âge, que vous vous êtes mariés tardivement. Peut-être qu'on pourrait raconter la rencontre. Oui, oui, bien sûr. Je suis une jeune étudiante rue d'Assas, où je suis en train de commencer un doctorat de sciences criminelles sur la récidive des jeunes adultes. J'ai fait un DES de sciences criminelles après avoir fait une licence de droit des affaires qui ne me correspondait pas du tout. De toute façon, j'étais un petit peu par hasard dans cette filière, puisque j'aurais préféré être aux Beaux-Arts, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et je travaille donc à la fac pour gagner un peu d'argent de poche à suivre des étudiants étrangers dans les TD, tout simplement. Et je viens donc régulièrement à la fac et je travaille... Les TD qui sont les travaux dirigés. Oui, tout à fait. Et je travaille à côté d'un bureau où se trouve une femme très très charmante qui trouve des boulots pour les étudiants. Et Madame Kramer interagit avec moi une fois pour me dire, écoutez, j'ai besoin d'un professeur d'un professeur de droit des affaires pour un avocat américain qui s'installe à Paris et qui a besoin de se recycler, enfin pas se recycler, en fait d'apprendre de quoi il retourne pour la TVA, parce que la TVA, ça n'existait pas aux États-Unis. Alors quand elle me dit TVA, droit des affaires, je lui dis que nenni, moi c'est pas pour moi, je sais pas, ça m'intéresse pas. Et elle insiste tellement et j'aime tellement cette femme. Et elle me dit allez-y juste une fois pour me faire plaisir, j'ai trouvé personne d'autre. J'ai dit pour vous faire plaisir, j'y vais, mais je vais dire au monsieur que c'est pas mon truc. Bon bref, j'arrive là-bas, rue Galilée dans le 8e, dans un très joli immeuble de bureau, très chic. On est en quelle année, là, Nicole ? On est en 73, on est le 26 janvier 1973. Il est 3h de l'après-midi, je débarque avec un manteau en marmotte jusqu'aux pieds, des plateformes shoes, tu sais comment on fait, avec de 15 cm, le pantalon patte d'éléphant, mes cheveux un peu peroxydés, un petit peu bouclés non, Lily, excusez-moi, c'est mon petit chien qui me saute sur les genoux. Donc, très sophistiqué, très maquillé,
pas du tout une étudiante en droit typique, mais comme on était toutes comme ça, c'était pas vraiment choquant. Et quant à Peter, puisque c'est Peter que j'allais retrouver, il pensait accueillir un étudiant boutonneux qui allait le brancher sur la TVA. Quelle n'a pas été sa surprise, et la mienne d'ailleurs aussi, puisque j'ai eu l'impression de tomber sur l'homme de ma vie. Mais je n'exagère pas quand je dis ça. C'est-à-dire... Et juste avant, tu t'attendais à quelque chose? Tu avais une image Aucune image. J'y allais un peu à contre-cœur, mais vraiment. J'avais ma petite voiture, une Auto Bianchi, je me souviens. On pouvait se garer n'importe où. Je ne m'attendais à rien du tout. Et j'étais sans voix. En fait, quand je suis arrivée, je le vois, il est renversé sur son fauteuil, les chaussures par terre, les pieds dénudés, comme on peut imaginer quelqu'un d'extrêmement décontracté, avec une chemise en Oxford bleu, et ça je m'en souviendrai toujours, avec les manches retroussées, et je suis tombée amoureuse de ses avant-bras. Donc là, toi, tu as 23 ans et lui, 43, c'est ça? 42. 42. Mais enfin bon, je ne sais pas l'âge qu'il a, il ne connaît pas mon âge non plus. Je ne connais pas sa situation familiale, amoureuse, je ne connais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il parle très mal le français. Il m'explique plus tard qu'il va à l'Alliance française pour apprendre le français. Donc on décide de parler en anglais, puisque je trouve que je le maîtrisais d'ailleurs beaucoup mieux à l'époque que maintenant. Et il me dit, venez, on va prendre un verre, parce qu'il y a un bar, évidemment, en sous-sol. J'étais très gênée. Je me demandais ce que je foutais là. Et on prend un verre. C'était les années 70, donc tu avais déjà eu plein d'amoureux, j'imagine? Oui, j'ai eu pas mal d'amoureux. Entre 67 et 73, j'ai eu pas mal d'amoureux. À la fac et surtout au palais, quand j'ai prêté serment en 72 comme avocat. Alors évidemment, je détonnais un petit peu parce que j'étais un petit peu la jeune avocate, un chouïa plus sophistiquée que les autres. Et voilà, j'ai eu quand même... j'ai eu une file d'attente, enfin, de prétendants. Mais je rigole parce qu'en fait, j'avais le sentiment d'arriver dans presque une famille que je connaissais qui ne m'intéressait pas du tout et que je trouvais qu'ils se prenaient au sérieux et ce n'était pas mon truc. Bref, je reviens à Peter, on prend un verre et on remonte et on fixe les jours où je vais venir lui donner des cours. Mais je le préviens en disant que je ne lui donnerai pas des cours sur la TVA parce que j'y connais rien. J'y connais toujours rien d'ailleurs. Et il me dit, c'est pas grave. Il me dit, c'est pas grave. Sur quoi vous pouvez me donner des cours? J'ai du droit criminel, du droit constitutionnel. D'accord, dit-il. Donc, il n'en avait rien à foutre. Et on se voit une fois par semaine. Et quand j'arrive dans son bureau, il me dit, il s'arrange toujours pour que ça soit à l'heure du déjeuner. J'arrive à l'heure du déjeuner pour faire mon cours avec mes documents et tout. Il me dit... venez, on va aller d'abord déjeuner et on a fait tous les grands restaurants du 8e arrondissement. Et ce qui est drôle, c'est que Peter, c'était pas du tout un snob, c'était pas un bourgeois dans son attitude, mais d'abord, il connaissait rien à Paris et à la France, donc comme beaucoup d'Américains qui ne connaissent rien, ils prennent un guide et dans le guide, il y a marqué des étoiles dans des restaurants et tout, et c'est là où on va. C'est comme là où on s'habille. On s'habille aussi chez Arnis, on va s'habiller chez Hugo Boss et tout. Il n'a pas d'idée c'est moi ensuite qui vais lui donner toutes ces idées. Donc, je suis complètement décalée. J'ai jamais été j'ai jamais été courtisée parce que je vais être courtisée un peu plus tard par un homme qui a 20 ans de plus que moi. Il veut découvrir le palais, je me souviens. 2-3 rendez-vous après, il veut absolument que je l'amène au palais de justice pour aller voir la bibliothèque, pour voir des procès en cours. Et j'étais réticente parce que moi-même, à la bibliothèque du palais, j'ai jamais foutu les pieds. Et Internet n'existait pas. Il fallait, quand on voulait consulter des documents, il fallait demander. Il y avait je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un nom pour ça. Un monsieur qui était attablé à un bureau. Et puis on lui disait, voilà, je cherche telle décision de tel cours, de telle date. Donc il vous sortait des gros dossiers. Puis vous les consultiez et tout. Je ne savais même pas comment ça fonctionnait. J'arrive, et ça l'a amusé, parce qu'il n'avait rien à foutre, en fait, de la bibliothèque non plus. Il voulait voir si je connaissais quelque chose. Je ne connaissais pas grand-chose. Et ensuite, on est allé écouter un procès d'assises. On m'a laissé rentrer parce que je portais la robe, parce que normalement, à l'époque, c'était très conventionnel. Il y avait des gardes à l'entrée, donc il fallait qu'on soit
habillée en avocat. Mais j'ai jamais été, j'ai jamais été dupe de ça. Je savais très bien que c'est pas parce que je portais la robe que j'avais une identité d'avocat. De toute façon, j'ai très très peu fait quand j'étais au palais. La seule chose qui m'intéressait, c'était de participer comment ça s'appelle, à la revue des jeunes avocats qui avait lieu une fois par an et où on se moquait de la profession comment dire, en prenant des chansons qui étaient connues et en l'adaptant au monde de la profession avec pas mal d'humour quand même. Bon, il y en a qui savaient très bien chanter, ce qui n'était pas mon cas. On m'a donné une chanson que j'ai très mal chantée et ça a plu énormément parce que les gens sont venus me voir en me disant « Comment vous faites pour imiter quelqu'un qui chante aussi faux ?» C'était toi. C'était moi. Ouais. Est-ce que tu savais, toi, à ce moment-là, ce que tu voulais faire? Je savais ce que je voulais pas faire déjà, que j'allais pas rester dans cette profession qui me ressemblait pas et qui, pour moi, ressemblait à la mort. Je veux dire, ce costume qu'on portait noir, qui était d'ailleurs très chaud, très lourd. Ma mère, elle l'a pas fait exprès, mais elle a acheté. Elle était tellement fière d'aller chez Bosc en face du palais pour me commander la robe d'avocat la plus lourde, la plus épaisse. C'était importable. Mais même quand on la portait pas rien que sur le bras, c'était épouvantable. Est-ce que tu peux raconter peut-être le lien avec ta famille? C'était quel milieu? Parce que dans le livre, on sent qu'il y a plein de creux, plein de non-dits. C'est pas toujours très cool avec ta maman. J'ai un ami qui m'a dit, mais tu ne parles pas du fait qu'elle était médecin. Oui, elle était médecin, mais c'est vrai que j'avais tendance à l'oublier parce que c'était un drôle de médecin. En fait, elle avait eu vraiment le mérite formidable de faire des études de médecine en tant que juive pendant l'occupation. C'est-à-dire qu'elle avait fait des études longues, puisqu'elle les termine, elle commence à 26 ans, je crois, quelque chose comme ça, ou plus. Elle les termine à 34. Elle fait donc sa spécialité en pédiatrie. Et comme elle voulait, dit-elle, pas voir des enfants malades dans les hôpitaux, elle décide de travailler pour la médecine infantile, les préventions. Donc elle était déjà à Paris? Oui, elle était restée à Paris. Elle était à Paris. Et c'était en quelle année ces études? Ben, c'était... si elle est née, c'est simple, si elle est née en 16, qu'elle a commencé c'est avant la guerre qu'elle a commencé. Voilà. Elle a commencé. Et à 20 ans, elle épouse un jeune homme qui peut-être fait des études aussi de médecine. Je sais très peu de choses. Je sais qu'il s'appelait Motadi, qu'il était iranien et qu'elle fait un pied de nez à sa famille en épousant un Iranien, donc un musulman en fait, alors qu'elle était d'une famille juive, même qui n'était pas pratiquante, pour échapper à une famille qui était compliquée. Donc ça, c'était avant ton père? Oui. Oui, oui. Donc, à 20 ans, elle épouse un Iranien. Donc, en fait, elle va faire ses études de médecine sous le nom de Madeleine Motadi, alors qu'elle était née Madeleine Stern. Or, Stern, c'est pas cool de s'appeler Stern pendant l'occupation. Mais donc ça, c'est pas anodin et ça a forcément des répercussions sur sans doute l'éducation. Je sais pas tu penses qu'elle t'a transmis quoi? Par rapport à la judaïté Oui, tout, la judaïté, mais aussi la modernité. Je vais te dire un truc à son crédit, c'est qu'elle n'avait rien à foutre du judaïsme, c'était pas son truc. La seule chose qu'elle aimait dans le judaïsme, c'est une chanson dans le Kol Nidre, c'est une chanson que Johnny Mathis chantait et qu'on chante au moment de Kippour. Elle avait le 45 tours et elle avait un autre 45 tours qui était Ma Yiddish Mama, je ne sais plus qui est-ce qui chantait ça. Donc il y avait 2 ou peut-être 3 chansons qui pour elle la reliaient au judaïsme. Et le gefilte fish qu'elle ne savait pas faire mais qu'elle allait acheter chez les traiteurs du Marais ou derrière le Moulin Rouge. Pas le Moulin Rouge, si c'est ça, dans le 9e arrondissement, où il y avait d'ailleurs un restaurant ashkénaze très, très connu. Donc ma mère, oui, une féministe de la première heure, je dirais, qui s'ignorait, mais avec des idées très féministes, c'est-à-dire une femme travaille, une femme ne dépend pas de son mari, une femme élève ses filles pour être indépendante. Je reconnais tout ça, ça c'est à son crédit.
Pour le reste, c'était plus compliqué. C'était une femme un peu dure, égoïste, assez narcissique. Peut-être qu'elle avait eu pas mal de manques dans son enfance. Elle avait un père que j'admirais, moi, mon grand-père, parce que j'ignorais comment il avait été un mauvais père et comment il avait été un mari terrible. Ma mère s'est pas gênée pour me raconter ça après, par bribes, tu vois. Mais je sais pas quoi, je peux pas dire grand-chose de plus sur ma mère, sauf qu'elle savait rien faire. Mais rien du tout. Elle ne savait pas coudre, elle ne savait pas cuisiner, elle ne savait pas décorer sa maison, elle ne savait pas conduire. Elle conduisait une Alfa Romeo à 20 à l'heure. Est-ce que c'était un bon médecin? Est-ce que tu sais si c'était un bon médecin? Comment c'était pas un médecin? Elle piquait les enfants les uns après les autres dans les dispensaires de Houille, de Maison Lafitte et tout. Mais ce qu'elle adorait faire, c'est prendre son coupé Alfa Romeo, partir à 20 à l'heure avec le coupé, elle s'arrêtait d'ailleurs au feu. Elle s'arrêtait au feu vert parce qu'ils allaient devenir rouges. Hein, ça, c'est très ashkénaze. Hein. Mon père, ça le rendait fou. Il lui disait Es wird nicht grüner sein, ce qui est la traduction de. Pourquoi il disait ça en allemand? C'est bizarre. Ça veut dire ça ne viendra jamais davantage vert. Ben oui, parce que ton père, il venait d'où, lui? Alors, ma mère venait d'une mère juive polonaise, d'un père juif roumain. Juif roumain récemment émigré quand il avait 7 ou 8 ans, alors que ma grand-mère polonaise était née en France. Du côté de mon père, c'est un peu différent. Les parents de mon père étaient nés en Russie, à Minsk. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, était un activiste socialiste, ami de Trotsky, soi-disant, et souvent enfermé dans la forteresse Pierre et Paul, où il a rencontré la femme de sa vie, qui était ma grand-mère, que je n'ai pas connue, qui s'appelait Rosa Lieberfeld, et qui passait des documents voilà, politiques à mon grand-père, qui avait terriblement envie de manifester avec les étudiants à l'époque, beaucoup plus on me dit qu'il était cheminot. C'est tout ce qu'on m'a dit. Ça veut rien dire pour moi. J'ai entendu dire qu'il était cheminot. J'imagine pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était d'une famille très nombreuse, que son père lui-même était un rabbin ultra-orthodoxe, hein, qui ne travaillait pas, donc qui étudiait la Torah toute la journée, qui avait prié à la synagogue, qui vivait des œuvres de la synagogue. C'était à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Les hommes ne travaillaient pas, ils étudiaient. Hein, pendant que la mère au foyer essayait de faire bouillir la marmite pour une tripotée d'enfants qui manquaient de rien. Hein, c'était pas la misère. Hein. Et toi, dans ce que tu as connu directement dans ton enfance, qu'est-ce qui transpire? Le malheur général, le malheur de mon père qui perd son père gazé à Auschwitz, qui apprend ça après, à la fin de la guerre. Sa mère, ma grand-mère, que j'ai pas connue puisque j'avais 2 ans quand elle s'est jetée par la fenêtre du 4e étage et que mon père est allé récolter les restes, si je puis dire, de sa mère au rez-de-chaussée. Et j'ai connu, dans mon corps, ça a été marqué. Quand j'ai fait une réharmonisation cellulaire, le médecin a remarqué qu'à 2 ans, j'ai eu un énorme traumatisme, je ne savais pas ce que c'était. Et on a déterminé que c'était ça. Qu'est-ce que c'est une réharmonisation cellulaire? C'est-à-dire que je faisais du psoriasis, beaucoup des poussées de psoriasis. Un jour, quelqu'un a expliqué que c'était pour que ma mère puisse me caresser. Donc on me mettait de la pâte sur le dos et tout, et elle me touchait. C'est une façon de me toucher. Parce qu'elle ne le faisait pas sinon? Non. Et donc, au moment où j'ai créé cette pièce de théâtre, j'ai eu une poussée de psoriasis et j'ai une amie qui m'a dit va voir une certaine Nguyen Kam-Tam, qui est une médecin généraliste, acupuncteur, qui va faire un travail très intéressant. C'est tout ce qu'elle me dit. Mais moi, il suffit qu'on me dise ça. Hein. Je fais confiance, tu vois. Donc, je vais la voir. Là, je tombe sur une vétérinaire avec un visage tout à fait charmant, de vieux sage, qui me dit allongez-vous. Qui veut pas que je dis vous venez. Elle me dit vous venez pourquoi? Elle voulait même pas que je parle de psoriasis. Elle veut pas que je lui parle, c'est pas grave. Donc, et pendant 1h30, elle a mis des filtres, elle a mis des petites coupes, en plastique, sur mes chakras, et puis elle les a réharmonisés au diapason. Elle a trouvé que c'était le do dièse pour moi. Donc elle m'a réharmonisé au do dièse.
Et moi, de toute façon, j'accepte n'importe quoi. Hein. C'est pas, On a des intuitions. J'ai eu des intuitions que cette femme qui était un médecin généraliste, adoubé par la faculté et acupunctrice, elle avait tout à fait le droit de trouver une méthode qui se trouvait être la méthode du docteur Laroche, qui n'était pas très connue, mais qui était une méthode de réharmonisation cellulaire. C'est-à-dire, en fait, j'ai compris, c'est comme la tuyauterie, c'est la plomberie. C'est-à-dire, ça bloque à certains endroits, on essaye de débloquer et on remarque que les organes sont liés les uns avec les autres. Et pour moi, cette théorie, elle a fait sens tout de suite. Donc, je suis rentrée à la maison, puis j'ai pleuré. C'est-à-dire, j'ai pleuré pas activement. C'est-à-dire, j'ai eu des larmes chaudes qui m'ont descendu sur les joues pendant une semaine. C'était bon. Les chaud, c'était très chaud. Ça sortait. Et quand tu me parles des liens entre tous les organes, ça me fait penser aussi aux liens de toute une histoire, en fait, de retricoter tous les liens. Et ça, on va revenir à Peter, si tu veux bien, et je te questionnais sur ton enfance, tes origines, parce que quand tu rencontres Peter, donc il s'appelle et il s'appellera toujours Lehman. Est-ce que quand tu le rencontres, le fait qu'il s'appelle Lehman, tu te dis, tiens... Il est juif, bien sûr, je lui dis d'ailleurs. Et c'est amusant, il s'appelle en fait Armand Stéphane Lehman, mais il se fait appeler Peter, et je te dirai pourquoi. Donc Peter, oui, Peter Lehman, mais je lui dis d'une façon complètement naïve et incongrue, mais je dis Lehman, mais c'est un nom juif ça. Il me dit oui, pourquoi? Non, mais parce que moi aussi, je lui dis. Ça le fait rire, il s'en foutait un peu. Sa première femme et sa deuxième femme, elles ne l'étaient pas. Il ne cherchait pas une petite ashkénaze. Il s'est trouvé que ça a été formidable parce qu'on a découvert énormément de choses en commun, mais pas forcément sur notre passé, mais sur l'énergie qu'il y avait en nous et autour de la curiosité, autour de beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts qu'on avait en commun, qui en fait étaient des intérêts culturels qui sont très liés à cette appartenance en fait. Voilà. Alors ce qui était compliqué par contre, c'est que Peter, quand tu le rencontres, lui, il n'est pas disponible. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais je me doute qu'il a 42 ans, il n'apporte pas d'alliance, de toute façon, il n'en aurait jamais porté de sa vie, mais je me doute qu'il n'est pas libre. Et surtout que je le surprends au téléphone, un jour où nous avons rendez-vous, il cherche une babysitter. Donc je me suis dit, tiens, il a des enfants. Bon, je sais déjà qu'il a des enfants. Mais enfin, je ne lui ai pas demandé sa main tout de suite, mais presque. Parce qu'un jour, il m'invite au restaurant et il commande du vin. Et moi, je ne bois jamais. Hein. Et puis, je sais que quand je bois, je suis très, très bavarde, encore plus que d'habitude. Donc, je bois une demi-gorgée de vin. Et alors, il me dit, vous habitez chez vos parents? Et je dis, non, 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 j'ai un studio. Ah bon? Et vous êtes marié? Non, 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 je vis seule. Et je me dis, mais c'est amusant, ça, parce qu'il me pose des questions un peu directes. Et il me dit à un moment, et je lui dis, comme j'avais un peu bu, je lui dis, écoutez, je ne suis pas mariée, mais si vous ne l'êtes pas non plus, et si vous me demandez ma main, je vous dis oui tout de suite. Et il éclate de rire, et il dit, si je n'avais pas été mariée, ça ferait longtemps que je vous aurais demandé. Voilà. On est allé dans son bureau, et je me souviendrai toujours, et ça c'est Peter, tout à fait. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Let's fuck ». Ah, j'ai dit non, non. Ah ben non, non, ça va pas se passer comme ça. Mais ça m'a fait rire en même temps parce que j'ai vu le personnage. C'était un personnage qui s'autorisait tout. Il n'avait pas de filtre, il n'avait pas de limite. Et voilà, et j'ai passé 37 ans de bonheur avec cet homme-là avant qu'il sombre. Alors, ce que j'ai découvert, parce que moi, je pensais que tu l'avais appelé l'Albatros, parce que le livre s'appelle l'Albatros. Évidemment, l'Albatros, c'est Peter. Et je croyais que tu l'avais appelé comme ça à partir de sa maladie, mais non. Non. Baudelaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est identique au poète, cet oiseau qui vole au-dessus. Il volait au-dessus du monde, mais il était parfois un peu ridicule en société, Peter. Non pas physiquement, parce qu'il avait une allure folle, et en plus, j'aimais bien lui faire porter des beaux vêtements et tout, donc il avait une prestance et une classe, mais c'est vrai qu'il était déplacé.
La seule concession qu'il m'a faite, d'ailleurs on le retrouve dans les photos, c'est de m'emmener à une soirée chez l'ambassadrice des États-Unis. Je ne sais pas par quel miracle on y avait été invité, donc il fallait y aller en smoking et en robe longue. Il a loué un smoking qui lui allait d'ailleurs très bien, parce que tout lui allait bien. Et il m'a acheté à l'époque, chez le plus grand photographe, ça s'appelait Loris Azzaro, une robe longue incroyable que j'ai mise une fois. Tu es entouré de photos sur la table, hein, des photos avec toi, Peter, les enfants, des amis. Est-ce qu'il y a une photo là préférée dans toutes ces photos que tu as là Oui, la photo préférée, elle est en grand chez moi, mais c'est celle-là. C'est la première photo qu'on a prise de nous. On était partis c'est sur l'Acropole. En fait, on se rendait en Grèce pour un truc qui était complètement loufoque pour moi. C'est il devait choisir un bateau de croisière dans lequel qui allait lui permettre de faire une croisière avec ses meilleurs amis, qu'ensuite j'allais fréquenter pendant des années, qui voulaient partir ensemble avec leur épouse. Et Peter avait son épouse. Alors je peux te dire que c'était pas un truc qui me plaisait tellement. Il fallait qu'on choisisse le bateau. Donc j'ai choisi le pire bateau, celui qui allait sombrer. Et comme Peter, il s'en foutait complètement, ça a été un voyage catastrophe. Où d'ailleurs les liens de famille se sont un petit peu distendus. Voilà. Et ça, quand il me rappelait ça le faisait rire. Ça le faisait rire parce que c'était un acte manqué hautement réussi. Et je viens de penser en regardant cette photo, parce que c'était la raison du voyage en Grèce, choisir le bateau. La deuxième photo est très importante. Ça, c'est tout à fait à l'image de Peter, de l'Albatros. Pourquoi cette photo est importante? Parce qu'il me dit, écoute, on va aller voir, j'ai un ami en Espagne, et j'ai très très envie d'aller le voir, c'est un écrivain et tout, viens, on part, parce que c'est comme ça, on part, on prend un billet d'avion, ben d'accord, viens, on part. Donc on va à, je sais plus où, en Espagne, et on arrive devant une porte, on sonne, mais il n'y a personne. Les volets sont fermés et tout. Il n'avait pas pris le soin de savoir si l'ami en question était là. Je me demande même s'il avait pris rendez-vous avec lui. Alors là, il monte, tu vois, il est très agile. Comme il ne peut pas sonner, comme il n'y a personne, il voulait voir s'il y a derrière. Mais on savait très bien qu'il n'y avait personne. Mais tout ça, je trouve ça, tout m'émerveille. Alors ce mariage? Un mariage, mais il a lieu beaucoup, beaucoup plus tard. Puis il y en avait eu un autre entre les deux à Acapulco. On a les photos là. Nos meilleurs amis, justement, les Rubin. Peter avait connu Miles Rubin sans doute à Harvard. Et Miles et Nancy comprennent pas pourquoi on n'est pas mariés. Donc ils nous organisent un mariage surprise à Acapulco. Ils convoquent 22 mariachis. Et leurs amis, le descendant de metteur en scène Joseph Mankiewicz, le fils ou petit-fils, qui servira de témoin du mariage. Bref, on se retrouve à Acapulco et avec un juge mexicain qui va nous faire une cérémonie de mariage qui se trouve être valable si on l'a fait valider. On ne l'a pas fait, nous, parce qu'on n'avait toujours pas envie de se marier. Mais la fête était très amusante. Alors pourquoi le mariage après, des années après? Oui, et puis un mariage traditionnel. Donc qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Tout. Ça voulait dire tout le travail que j'ai fait pour me relier à une histoire de laquelle on avait essayé de m'évincer, pas m'évincer, mais qu'on ne m'avait pas raconté. Je retrouvais un lien avec une histoire qui était en fait la mienne, qui aurait dû être la mienne. J'élève mon fils dans le judaïsme sans rien y connaître, en le faisant prendre en charge par ce qu'on appelle la Sunday School, le Talmud Torah, parce que moi j'ai pu incapable. Et puis Peter, il est trop fantaisiste, même s'il fait lui-même sa bar mitzvah, il est trop fantaisiste pour prendre ça en charge. Ça veut dire qu'il va dans un lieu spécifique pour étudier. Ouais. Ça s'appelle une yeshiva. Ça, c'est une yeshiva, c'est quand on veut devenir rabbin. Sinon, c'est simplement une petite école du dimanche, Sunday School, hébraïque, où on apprend les fondamentaux. L'Ancien Testament, Abraham, Isaac, voilà, toutes les histoires de la Bible avec leur symbolique. C'est très lié à l'Ancien Testament, l'identité juive, parce que c'est joli en même temps. Alors, le mariage, Peter a été bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il a fait donc
son entrée dans le monde adulte. Jonathan l'a fait aussi. Moi, je n'ai pas été bat mitzvah, c'est l'équivalent pour les femmes, pour la bonne raison que de toute façon j'ai été baptisée catholique à naissance, mais on s'en fout, personne ne le sait. Mais c'est important ça, que tu aies été baptisée, compte tenu de tes origines. J'ai jamais vu le certificat de baptême, et tout ce que je sais, c'est qu'on a changé mon nom de Gatowski en Gâteau. Donc non, il y avait un refus chez mes parents. Alors ce refus a rencontré chez moi le contraire. C'était l'envie d'appartenir à une histoire. Et que mon grand-père, que je n'ai pas connu, ne soit pas mort en vain. C'était mon idée. Je n'avais pas le droit de changer le cours des choses. Je ne raisonnais pas en termes d'assimilation ou pas. Je ne savais pas ce que ça veut dire l'assimilation. J'étais française avant d'être juive. Je vous ai senti, toi et Peter, au travers de tout ce que tu écris dans ce livre, un peu comme deux enfants. Tout à fait. Mais oui, mais on a eu les mêmes traumatismes aussi, avec des âges différents, dans des pays différents, bien sûr, et avec des rapports extrêmement difficiles avec ses propres parents. Et enfant, c'est sûr. Alors, c'est enfant, il l'était. Parce que Peter, c'est pas rien, c'est Peter Pan. Hein. Pourquoi Peter quand on s'appelle Armand c'est déjà très étrange. Mais c'était un gosse, c'était pas un enfant, c'était un gosse. C'est lui qui s'est rebaptisé Peter ? Bien sûr. D'ailleurs, là-bas, quand il arrivait aux États-Unis, tout le monde l'appelait Army, parce que personne ne pouvait prononcer. Armand, ça ne se prononçait pas. Et moi, je trouvais ça tellement romantique. Armand, c'est joli. Hein, mais non, pour lui, c'était ridicule. Et pourquoi Armand ? Parce que son grand-père paternel, et qu'il n'avait pas connu, s'appelait Armand. Son père s'appelait Lucien. Ils avaient tous des noms français parce qu'ils venaient tous d'Alsace, tu vois. Donc, il y avait un lien avec l'Europe très clair et avec la culture aussi c'était évident. Est-ce que tu crois que... Alors, tu peux donner le nom de la maladie ? La démence à corps de Lewy. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es demandé si cette maladie-là avait un lien avec toutes ces histoires? On se demande toujours ce genre de choses. Parce que ma grand-mère, que j'admirais, qui était une femme qui, à une autre époque, serait devenue une femme de pouvoir, qui serait devenue une avocate, une autrice, qui aurait une maison de couture, qui aurait été une grande décoratrice. Elle avait tous ces talents, ma grand-mère, qui a été brimée. Celle qui n'a pas été déportée, c'était Rosa Lieberfeld, qui a fait de la couture pendant l'occupation pour que ma mère puisse suivre ses études de médecine. Femme admirable, qui ne m'aimait pas particulièrement, mais que j'admirais pour son style et pour son élégance et sa classe. Ça, c'est une chose. Quand elle est devenue Alzheimer, j'ai compris qu'elle s'auto-détruisait. Il y avait trop de choses qu'elle voulait oublier. Et j'ai pensé un autre truc, que quand Peter il a tout perdu, un peu je n'oserais pas dire par sa faute, parce que c'était pas par inadvertance. Il a confondu en fait ses biens avec sa société. Mais je dirais inadvertance parce que peut-être qu'il perdait un petit peu la boule déjà. Eh bien, il a fallu quitter cette incroyable maison que j'avais refaite sur 6 étages dans le Marais, avec un ascenseur à l'intérieur et une piscine en dessous, des trucs de débiles. Quand il a fallu partir de cette maison après un arrangement un peu bancal avec un avocat marron, eh bien, à ce moment-là, Peter, la seule chose qui le concernait, c'est que la mémoire de son ordinateur avait disparu. La mémoire, c'est extraordinaire. Avant même qu'il ait un diagnostic, qu'on puisse penser qu'il ait quelque chose, la mémoire de son ordinateur avait disparu. J'ai vu plus tard un symbole très fort. Donc dans le livre, on comprend que tu as écrit et puis tu as attendu 13 ans pour écrire un épilogue et puis finalement l'éditer. Et ce qui est très important dans cette épreuve aussi, c'est que tu es partie de Paris et que tu t'es installée à Angoulême. Alors moi, je ne te connaissais pas à l'époque, mais je savais que tu habitais dans cette maison. Et pour moi, cette maison, c'est un moulin, un petit château. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? J'avais l'impression de rentrer à Disney World. Et comme Peter était un spécialiste des parcs d'attractions et qui m'avait fait visiter tous les parcs du monde entier, je rentrais à Disney, parce que c'était loufoque, hein, ce portail. Quelque part, tu m'as dit plusieurs fois que la ville t'avait sauvée. Elle m'a sauvée parce que si j'étais restée à Paris, on serait morts. On serait morts tous les deux. Lui, il serait rentré dans une maison, comme on dit,
il aurait peut-être passé 3 semaines. C'est terrible. Moi, je me souviens quand j'ai mis mon père malade dans une maison, comme on dit, il a disparu très vite. Ma grand-mère aussi. Pour moi, pour moi, dans l'état où on met l'individu, où il est totalement inconscient, c'est la fin du monde. Donc, on ne peut pas rester à Paris. Peter s'évade, on ne le retrouve pas. On devient fou. Donc, il faut partir. Et je ne voulais pas partir définitivement. Bêtement, et dans le déni dans lequel j'étais, je me disais, un peu de vacances au vert, ça va le calmer. J'aurais pu dire n'importe quoi. Tu as pu maintenir Peter à côté de toi jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. J'ai eu la chance de bénéficier de revenus exceptionnels dont j'ignorais la provenance au départ, puisque on avait chacun notre compte, et que lui recevait des dividendes provenant de la location en fait d'un terrain dont il était propriétaire et dans lequel on puisait du pétrole. Donc il n'était pas propriétaire de parts sur des puits de pétrole négociables ou cotés en bourse. Non, il était juste propriétaire de parts de terrain qui justifiaient qu'ils reçoivent donc des émoluments mensuellement, mais lesquels sont devenus très importants à une époque où justement tout s'est cassé la gueule. Ça, j'ai jamais compris parce que j'avais pas une vision. Je savais pas ce qu'il touchait. Je savais qu'à grâce à ça, il pouvait payer une pension alimentaire très chère à une précédente épouse, qui était la maman de Benjamin et Anna. Mais à l'époque, donc, quand je m'installe, le pétrole est relativement haut et me permet d'imaginer et des travaux de la Tour Garnier et un hébergement à 4 personnes. Mais cet hébergement à 4 personnes jour et nuit ne coûte pas plus cher qu'une EHPAD haut de gamme. Et je calcule et je vois que j'ai la chance de pouvoir rester à côté de mon mari dans un lieu médicalisé, qu'on fait médicaliser très rapidement. Et voilà. Et donc c'était plutôt un miracle. Tu parles je dis de mémoire, du passé qui n'existe plus et de l'avenir auquel il ne faut pas penser, quelque chose comme ça, et donc du coup qui te met dans le présent, parce que tu parles quand même de, malgré la difficulté et l'épreuve, vraiment tu nous fais ressentir des moments de bonheur d'être avec lui. Mais Marlène, j'écris au jour le jour. Je ne peux pas savoir, j'arrive pas à me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'écris. La seule chose dont je peux me souvenir, c'est du côté tragique de certains moments de ma vie et de moments de désespoir tellement forts qu'il y avait Alice au pays de merveilles qui tombe au fond d'un puits sans fond et voilà, je me dis, est-ce que je vais arriver au fond ou pas? Oui, mais en même temps il n'y avait rien d'autre à faire que ce que j'avais décidé de faire. Il n'y a pas eu une seule fois un doute sur la prise en charge que je faisais. Mon mari, parce que je voulais le garder près de moi. C'était l'amour de ma vie. Il était hors de question qu'il soit... Parce qu'il avait fait un mois dans un EHPAD, ou je sais pas comment dire, un EHPAD, au moment où je faisais les travaux à Tour Garnier. Et il a tellement tout cassé là-bas, rendu fou les gens. Comme je dis, c'était vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était rien à côté à ce quoi j'ai assisté. Il a cassé le nez d'une infirmière, il a cassé sa télé, il avait une chaise à la main. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans sa chambre, il la brisait sur ça. C'était pas possible. Ils sont devenus fous. Et heureusement, quand on est allé le chercher, les enfants venaient d'arriver, on l'a kidnappé et les travaux étaient terminés. Dès qu'il s'est senti bien, là, calme, dans un lieu où il savait que ses proches n'étaient pas loin, il était encore physiquement mobile, hein, je veux dire... eh bien, il a commencé à s'apaiser. Comme on est dans un monde en joie, alors est-ce qu'il y avait une joie avant? Est-ce qu'il y a une joie possible aujourd'hui? Mais la joie, tu sais que c'est quelque chose de limité dans le temps, c'est ponctuel, c'est comme le bonheur. On dit, il y a des choses qui m'apportent beaucoup de joie. Je citais ces réunions du mercredi où je revois des films que j'ai adorés. Tous les films, je les ai vus avec lui. C'est lui qui m'a initié en plus
à un certain cinéma, parce qu'il se trouve qu'il avait été avocat sur la côte ouest et défendait aussi bien des comédiens célèbres que des boîtes de production ou des studios. Donc il connaissait tout, absolument tout. Puis même la petite histoire derrière l'histoire. Donc j'étais passionnée de cinéma américain, et puis aussi anglais, et puis aussi français, puisqu'il le connaissait et ça m'avait sidéré qu'il me citait comme un de ses films préférés, La Talente, qui était un film comme Jean Vigo, un film muet. C'était donc, il avait quand même un niveau de culture qui me frappait de temps en temps. Pourquoi je dis ça? Alors, pour en revenir à... Oui, de la joie, parce que quand je connecte facilement avec lui par rapport à... Quand je choisis un film, c'est que je me rappelle d'un film qu'on avait aimé ensemble. Quand j'ai construit cette maison en Léron, je me souviens que c'est lui qui m'a appris ce que c'était que l'architecture en bois. Bauhaus, enfin toutes ces choses-là, venaient de lui, donc il m'accompagne. En fait, je suis une partie de lui. Est-ce qu'il y a de la joie sans lui? Est-ce que tous tes moments de joie, ils sont reliés forcément à Peter? Ils sont beaucoup reliés à Peter, mais c'est difficile à dire. C'est difficile. Quand je me balade le long de l'océan et qu'il adorait tellement les vagues et tout, je crois qu'à ce moment-là, je peux avoir une joie profonde en moi. Ça, je crois que c'est possible. C'est pour ça que j'aime aller là-bas. Et surtout, j'aime le côté complètement isolé et sauvage, parce que c'est ce qu'il aimait quand qu'il m'emmenait sur les plages de Californie ou des plages de Long Island et tout. Il adorait ça, les vagues, le sable, l'absence de monde. Je retrouve ça et ça me donne de la joie, oui. Est-ce qu'il y a une musique qui te met en joie? Il aimait beaucoup, beaucoup Stevie Wonder. Et quand j'étais dans la boutique qui m'avait aidé à financer, quand j'ai ouvert une boutique de couture après avoir laissé tomber l'école dans laquelle j'enseignais le droit, après avoir été membre du barreau, eh bien c'est lui qui m'apportait des musiques et des musiques que je ne connaissais pas. C'est lui qui m'a fait découvrir Fats Waller, qui m'a fait découvrir des jazzmen que j'ai adorés. Il avait une corde à sauter, il mettait Donna Summer. Et puis, il sautait à la corde sur Donna Summer. Mais comme un expert, hein, il saute à la corde. Je sais pas quoi te dire, il aimait beaucoup ce qu'on dit la grande musique, c'était pas son truc. Hein. Il aimait le jazz et il aimait Elton John, il aimait Stevie Wonder, il aimait Mick Jagger, il aimait, voilà. Et aussi des groupes pour lesquels il avait travaillé, je sais même plus comment ils s'appellent, ces groupes, des groupes américains, je ne sais plus comment c'était, peu importe. Ah, si, Joe Cocker, il adorait Joe Cocker. Et alors, le livre, la couverture est très belle, et il faut dire que c'est toi, c'est Peter qu'on voit sur la couverture, et c'est toi qui as fait ce portrait. Je suis devenue portraitiste quand j'avais une trentaine d'années, et j'ai découvert la joie de peindre des visages dans une autre situation que la situation habituelle du personnage. Donc je trouvais amusant de peindre Peter d'une façon un peu sophistiquée, puisqu'il ne l'était pas. Et surtout, il adorait Balzac. Il appartenait à un club de lecture où il lisait Balzac, il lisait James Joyce, il lisait Proust. Donc, on retrouve un héros romantique là. Mais moi, je le connaissais à 42 ans. Je suis tombée sur une photo de lui à 26, une photo noir et blanc, et je me suis dit, je vais le reproduire tel un héros de Balzac, avec le visage qui est de 26 ans. Et en fait, quand j'ai fait ce visage, j'ai passé, je me souviens, 60 heures dessus, tellement je voulais que ça soit parfait. Mais il y a quelque chose de très fort, je trouve, dans son regard, là. Et ça me fait plaisir parce que les gens remarquent cette couverture et ça leur plaît. Nicole, pour terminer, ce livre... Alors, je sais que c'était comme un journal et que c'était une nécessité d'écrire au fur et à mesure, mais tu aurais pu garder ces feuillets pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as édité? Et qu'est-ce que tu voudrais que les gens pensent? C'est bien ta question parce que j'ai jamais pensé que je le ferais pour la bonne raison que je parle en mal de ma famille. Mon père, non, mais ma mère, ma sœur, la belle famille, la fille de Peter, un peu Benjamin, même s'il est réhabilité à la fin, puisque j'aime beaucoup Benjamin. Je pense que c'est important d'aller au bout du livre, oui, pour trouver des réconciliations. Mais pas suffisamment, à mon avis, mais de toute façon, j'ai pas voulu retoucher. Non, d'ailleurs, j'étais bizarrement encouragée par ma fille quand je lui ai demandé « Est-ce que ça te dérange que je rende public un journal que j'ai tenu au quotidien, que tu connais pas, mais que j'ai soutenu ton
père où j'écorne un petit peu des membres de la famille, et notamment un peu ton frère, parce que j'étais déçue qu'il ne soit pas là le jour de mes 60 ans, de mon mariage. Elle me dit, mais pas du tout. Il faut que tu laisses intact ce que tu as ressenti, parce que ce que tu as écrit, c'est du ressenti, tu ne peux plus y toucher. Quant à Jonathan, il ne s'est pas franchement privé pour te parler de toi. Mais elle l'a dit gentiment. Mais c'est vrai qu'il se moque gentiment de sa maman, et c'est OK. Et moi, je dis rien de vraiment très grave concernant Jonathan. Mais pourquoi je l'ai publié ? C'est sur la pression des personnes très proches de moi, de femmes très proches de moi, à qui je l'ai donné à lire pour savoir parce que je n'ai pas parlé, il fallait bien qu'elles savent ce qui tout le monde, ça étonne tout le monde de dire, on savait même pas que tu savais peindre, on savait même pas que ton mari était à côté de toi, on savait pas qu'il était malade, il y a tellement de choses donc d'un seul coup on sait. Parce qu'en plus, à la Tour Garnier, c'est vrai que tu faisais des fêtes, que Peter était dans sa chambre, et toi, tu invitais des gens, tu avais à cœur que la vie continue. Tout à fait, ce qui ne m'empêchait pas de le voir régulièrement. Quand je faisais une fête, je savais que mon pauvre mari était grabataire 2 étages au-dessus et qu'il était surveillé et aimé par les personnes qui l'encadraient et l'accompagnaient. C'est ça qui était formidable. Ça a été un miracle pour moi. Et je me rends compte, et il faut le dire absolument, que j'ai eu une chance exceptionnelle, que peu de gens ont eu pour garder un être cher. J'ai eu cette chance-là et je suis pleine de gratitude pour la vie et pour la ville d'Angoulême. Et j'y tiens beaucoup parce que cette ville est extrêmement bienveillante. La première personne que j'ai rencontrée, c'était la pharmacienne qui m'a donné des tuyaux formidables et qui m'a même trouvé un chef de chantier pour pouvoir refaire... Tout est venu, c'était comme un puzzle où tout est venu. En tout cas, tous les choix que tu as faits là, tu les assumes. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Albatros. Ça parle de Peter et ça parle de toi aussi, d'une femme qui fait des choix. Mais je tiens à insister que je n'ai aucun mérite à voir ça, mais je le pense vraiment. Parce que pour moi, je n'avais pas le choix. C'était une mission qui s'est imposée à moi sans que j'aie besoin de réfléchir à son sens. On me dit, t'as du courage, mais non, j'ai pas de courage. C'est du courage, c'est quand on a le choix. Moi, j'avais pas le choix, c'était ma mission. Et une mission, on la mène jusqu'au bout. Et c'est une mission que j'ai aimé mener. Il faut savoir. J'étais pas sacrifiée. Pendant 30 ans, j'ai parcouru tous les bouquins, sur la spiritualité des anciens philosophes de l'Antiquité jusqu'à tous les maîtres zen du Japon, d'Inde et tout. Et aussi la psychanalyse. Oui, et je me dis, au moment où m'arrive une épreuve, et d'ailleurs, le yogi que je suivais me disait, le divin ne t'envoie aucune épreuve que tu ne peux supporter. Donc, c'est que je pouvais la supporter. Donc, si je la supporte, il faut que je la mène à bien. Donc, c'était ma conviction. Et pourquoi je me révolte au départ ? Parce que j'ai l'impression que je n'accepte pas. Et en fait, je me dis, mais pourquoi j'accepte pas ? À quoi ça sert tout ce travail que j'ai fait si je n'accepte pas ? Voilà, tu parles des moments où tu n'es pas bien, des moments où tu es dans le déni, des moments où tu es en colère. Mais c'est tout ça qui, à un moment donné, va amener l'acceptation. Et ça, il faut lire le livre maintenant pour voir un petit peu tout ce que tu racontes et tous les moments par lesquels tu es passée. Merci beaucoup, Marlène, de m'avoir permis de mettre en mots sonores et rajouter des choses qui peut-être ne se retrouvent pas dans l'Albatros, mais il y aurait quand même tellement à dire, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Mais ça sera peut-être un prochain livre. C'est difficile. C'est difficile, pas d'écrire. Ce qui est difficile, c'est de rendre public à un moment donné et de faire en sorte que ça soit quelque chose de parfait. Quelque part, parfait, je m'entends, c'est-à-dire sans aspérité, qui coule de source. C'est ça, les compliments que j'ai reçus, c'est ça. Et je trouve ça bien. C'est-à-dire que ça vient du cœur, ça vient des tripes, et c'est pour ça que c'est reçu de cette façon. On ne cherche pas à faire du style. C'est pour ça que quand on voit des formules un petit peu grossières, de ma part, un petit peu, je dirais pas ordurière, mais enfin, parfois je dis des gros mots, comme on dit, mais j'assume complètement, même si au quotidien je n'en dis pas. J'étais très, très, très en colère, très, 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 très triste, et j'en voulais à la terre entière, et j'ai dit des choses pas terribles sur ma mère, et je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je fasse un travail pour voir si elle était si vilaine que ça, mais parce que quand je lis ce bouquin, je trouve que c'est moyen. Merci encore. Merci à toi.